À la une de l'actualité ce soir, les concours professionnels ont débuté ce matin à Ouagadougou. Ils sont environ 33 000 professionnels à prendre part à ces concours pour environ 4 200 postes. C'est le ministre en charge de la fonction publique qui a ouvert la première enveloppe des épreuves ce matin. Et puis, cet appel au secours des populations de Sinékéré est une localité située à une trentaine de kilomètres de Manga. Elles se sont organisées pour construire un CEG pour le visage afin d'endiguer les fréquents abandons scolaires. Mais aujourd'hui, à bout de souffle, les travaux sont bloqués, d'où cet appel au secours. Ce 29 mai est célébré dans le monde comme la journée des casques-bleus, un hommage aux hommes qui défendent la paix dans le monde. 11e plus grand contributeur de troupes de maintien de la paix au sein des Nations Unies, le Burkina Faso envisage cependant de retirer son contingent du Darfour. Pourquoi une telle décision et qu'est-ce que le pays gagne en envoyant ses soldats sur les fronts de pacification et de maintien de la paix? On en parle avec le chef d'état-major général des armées, notre invité de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est parti depuis ce matin pour les concours professionnels. Ils sont environ 33 000 professionnels à prendre part à ces concours pour environ 4 200 postes. C'est le ministre en charge de la fonction publique qui a donné le top de départ de ces épreuves. Maxime Zongo. Il était 7h30 ce dimanche matin lorsque le ministre en charge de la fonction publique donne officiellement le top de départ des épreuves. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Jusque-là, nous n'avons pas détecté une fausse note. Alors, ceux qui sont concernés par les jurys de sélection des sujets sont internés depuis hier. Ils sont internés, j'allais dire encasernés, sans portable ni aucune autre possibilité de contact avec le monde extérieur. Et sur tous les maillons de la chaîne, il y a toujours un dispositif de sécurisation, de verrouillage qui fait que personne ne peut voir le sujet avant donc l'ouverture ce matin-là. Visiblement sereins, les candidats qui ont effectivement fait le déplacement en salle de composition à l'heure se disent confiants et espèrent réussir cette étape capitale qui ouvre la voie à leur promotion. Oui, nous sommes confiants parce qu'on pense qu'on s'est suffisamment préparé pour aborder les sujets qui nous attendent. Ça, c'est comme d'habitude, on essaie de faire avec. On n'a pas assez de temps. Et puis bon, mais je pense que je me suis bien préparé. Bon, comme c'est le français, dire bien préparé, c'est trop dit. Il n'y a qu'à lire et puis s'exercer un peu et puis voilà, tout va suivre, c'est tout. Ils sont au total 33 026 candidats à prendre d'assaut les salles de concours professionnels pour 4 211 postes à pourvoir. 139 concours qui intéressent tous les départements ministériels sont au programme cette année. Je vous le disais en titre, Sinékéré est une commune rurale située à une trentaine de kilomètres de Manga dans le centre-sud. Une localité où les cas d'abandon de l'école sont légion et l'une des raisons avancées est l'inexistence de CEG dans la commune. Pour pallier la difficulté, les populations de Sinékéré se sont organisées pour construire un bâtiment de 3 classes qui doit servir de CEG pour les élèves de la commune. Les travaux sont avancés, mais le bâtiment n'est pas achevé. Seulement, les populations sont à bout de souffle, d'où un appel au secours. Mounira Kéré. La population de Sinékéré dans le Zunwego n'a pas attendu l'État pour s'offrir un collège d'enseignement général. Les élèves de la commune font de longues distances pour rejoindre leur classe. Certains même abandonnent l'école par défaut de place. Et c'est pour dire non à cette situation que la population a entrepris de construire sur fonds propres ce bâtiment de 3 classes. Alors on a organisé une cotisation de 2 500 francs par foyer dans le village. Et ensuite maintenant on a essayé de prendre contact avec la diaspora qui nous a appuyés. C'est ce qui a donné ce travail-là. On n'est pas engagé, bon, parce qu'on peut faire, mais on s'est dit qu'il faut commencer avec le peu qu'on a, progressivement. Donc on commence, on atteint un certain niveau, on n'a pas les moyens, on fait des quêtes, on continue au fur et à mesure. Certains ont mis la main dans la poche, d'autres ont apporté soit des agrégats, soit leurs efforts physiques dans la construction du bâtiment. Un exemple d'effort collectif local apprécié par le gouverneur de la région. J'ai été agréablement surpris de voir qu'au niveau de ce village, les populations sont organisées
Et ça, dans la dynamique de la décentralisation, les populations ne doivent pas attendre l'État pour se développer. La population contribue déjà. C'est ça même le développement à la base. Nous avons fait notre part. Nous attendons que l'État nous aide à terminer. Des efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire pour achever le bâtiment. Les populations de Sinikéré appellent aux bonnes volontés, car si le CG n'est pas fonctionnel à la rentrée prochaine, des dizaines d'élèves n'iront pas à l'école. Le message est donc clair. C'est fini pour le 5e Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, SEMICA. C'est par une soirée gala que les organisateurs ont clos les activités de ce salon. À l'occasion, les meilleures entreprises minières ont été distinguées comme Ayam Gold et Sakan. Elle a remporté le trophée Joël Michaela. Cette édition, le salon pourrait se tenir hors du Burkina pour l'édition 2017, foi de son président, Aruna Mare. La compagnie minière Ayam Gold et Sakan SA remporte le prix Joël Mekaelian du SEMICA 2016. C'est le trophée suprême du salon qui récompense une compagnie minière qui s'est illustrée à travers la prise en compte de la norme RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Ayam Gold et Sakan SA a décroché également un autre trophée, celui de la meilleure entreprise dans le domaine des mines. Le trophée de la meilleure entreprise des carrières revient à l'entreprise Afrique Carrière. PPS Énergie s'est imposé dans la catégorie meilleure entreprise dans le domaine de l'énergie. À cette soirée de clôture du 5e SEMICA, une douzaine de partenaires du salon ont reçu des trophées et des attestations. Nous avons reçu plus de 3000 visiteurs pendant que nous n'en entendions que 3000. Nous avons pu tenir toutes les conférences prévues ainsi que le séminaire prévu. Nous avons pu tenir les expositions ainsi que les rencontres d'affaires B2B. Et nous avons un retour des participants extrêmement satisfaits. Au cours de cette soirée, Sawali Confection a présenté sa dernière collection de façons d'Anfani dans toute sa splendeur. Le SEMICA 2017 est prévu du 25 au 27 mai, mais le pays d'accueil du salon reste à déterminer et le promoteur s'en explique. Le SEMICA, dans sa phase de croissance et même dans sa mouture, a toujours été un événement panafricain qui se met au service du développement du continent africain. Nous pensons qu'il est peut-être temps pour le SEMICA d'engager une autre phase de son histoire et de sa croissance en essayant de booster aussi les secteurs énergie, mines et carrières d'autres pays africains. Donc nous sommes en train d'explorer cette éventualité. Vous serez informés, mais ce qui est sûr, c'est que le SEMICA 2017 se tiendra du 25 au 27 mai. Le 5e SEMICA a été concordé par cette équipe. Innocent Belam Tougoud rassure que le SEMICA 2017 sera tenu à bonne date et dans un pays africain. Dans le domaine des mines, l'Afrique reste selon lui le centre des préoccupations. On en vient à la page entretien de ce journal. Je reçois le général Pegner-Noma Zagré, chef d'état-major général des armées au Burkina. Bonsoir mon général. Bonsoir. Ce 29 mai est célébré dans le monde comme la journée internationale des casques bleus, un hommage à ces hommes qui défendent la paix dans le monde. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que le Burkina Faso représente dans tout ça en termes de déploiement des hommes sur tous les fronts? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. À l'occasion de cette journée commémorative, la journée internationale des casques bleus, et pour mettre en évidence la contribution du Burkina Faso pour la paix et la sécurité dans le monde. En effet, depuis 2009, de manière continue, le Burkina Faso déploie des contingents sur divers théâtres d'opération, au Darfour, au Soudan, au Mali depuis quelque temps. Et nous en déployons aussi dans le cadre de l'Union africaine en Guinée-Bissau, et les officiers et sous-officiers sont déployés dans certaines missions d'état-major en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Haïti. Tout cela contribue aujourd'hui à donner du Burkina Faso une image comme un grand pays contributeur de paix, une place au 11e rang mondial, et ce qui est à l'honneur de la nation, ce qui est à l'honneur des forces de défense et de sécurité. Et donc, au Darfour, on parle de 850 hommes. Au Mali, est-ce qu'on peut avoir une idée, ainsi qu'ailleurs dans le monde? C'est vrai, selon les types de missions et les mandats qui sont confiés aux missions, l'ONU définit des formats. S'agissant donc du Darfour, nous y avons un bataillon de 800 hommes
et une unité de gendarmerie de 140 hommes, dans le cadre de la MINIAD. Au Mali, dans le cadre donc de la MINUSMA, nous avons 2 bataillons comptant chacun 850 hommes. En parlant d'hommes, j'y associe naturellement les femmes. Et nous apprêtons à déployer bientôt à Gao une unité de gendarmerie. Sur cet effectif, il faut donc mettre en évidence qu'il y a 78 personnels féminins qui prennent part à ces opérations de soutien à la paix à la date d'aujourd'hui. Oui, mon général, on le sait, ce sont des accords qui ont permis au Burkina de pouvoir se déployer de par le monde. Mais qu'est-ce que le pays gagne en termes d'intérêt à envoyer ces hommes? Le Burkina Faso, en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, a pris des engagements pour contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde. Et quand on fait le bilan de la participation des différents contingents du Burkina Faso sur les différents théâtres que je viens de citer, les gains sont multiples. D'abord, du point de vue institutionnel, et ça donne du Burkina Faso l'image d'un pays qui accepte faire des sacrifices pour contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde. Et cela nous a coûté souvent aussi la vie des hommes et des femmes, dont je tiens ici aujourd'hui à honorer la mémoire. Et du point de vue professionnel, tous les personnels déployés dans ces missions de la paix acquièrent une certaine expertise évidente qui est aujourd'hui mise à profit de certains systèmes des Nations Unies à New York, en Afrique ici, au Mali, en République centrafricaine. Donc nous avons un certain nombre d'officiers qui, au cours de leur carrière, ont pu quand même mettre en évidence leur expertise, et ce qui accroît en tout cas l'image des forces armées nationales en termes d'expertise, en termes de professionnalisme. Naturellement, et ces missions de soutien à la paix font l'objet aussi d'une prise en charge financière par les Nations Unies, et l'ONU, donc en retour et au regard des effectifs qui sont mis à disposition, et rembourse des sommes pour couvrir la participation des personnels, et de même que la location du matériel. Et s'agissant donc des personnels, naturellement, les sommes, les indemnités spéciales reversées au personnel permettent aussi d'améliorer leurs conditions de vie et de réaliser des investissements qui permettent aussi, en tout cas aux familles bénéficiaires, de connaître des standings. Et s'agissant donc des forces armées nationales, quand on considère le volume des équipements et des matériels majeurs qui sont déployés aujourd'hui au Darfour, au Mali, c'est quand même une quantité remarquable de matériel qui sont les acquis pour le Burkina Faso. Et les remboursements qui sont opérés par les Nations Unies permettent d'entretenir ce matériel et les garder en disponibilité opérationnelle technique. Donc voici un certain nombre d'acquis que l'on peut identifier par rapport à la participation des forces armées nationales à ces différentes opérations de soutien à la paix. Donc il y a un grand intérêt pour le pays, sans oublier les retombées pour les hommes même qui se sacrifient au quotidien, notamment en termes de renforcement de compétences, de leur capacité opérationnelle sur le terrain. Naturellement, au cours de cette année, nous avons eu la visite du secrétaire général des Nations Unies, nous avons eu la visite du chef de la mission de la MINUSMA au Mali, de même que le commandant de la force, et chacune de ces personnalités a mis en évidence le rôle important et la place que le Burkina Faso occupe dans ces opérations de soutien à la paix, et salue le professionnalisme, le courage et le sacrifice que paient les hommes. Et naturellement, les remboursements opérés par les Nations Unies au profit du Burkina Faso permettent au personnel qui y prennent part de tirer aussi un certain profit, et parce qu'il faut de manière évidente motiver le personnel qui prend part à ces missions. Vous l'avez dit, mon général, le Burkina est le 11e gros contributeur de troupes pour le maintien de paix dans le monde. Et le 12 mai dernier, vous avez annoncé que le pays va retirer son contingent du Darfour pour faire face à la menace terroriste sur le sol burkinabé. La menace est si forte que cela. Le 12 mai dernier, effectivement, à l'occasion de la journée de communication et à la clôture de l'ESI Western Accord, et suite à une question qui a été posée,
j'ai mis en évidence le fait que en 2009, lorsque Burkina Faso déployait son premier contingent au Darfour, nous connaissions une situation sécuritaire intérieure et environnante qui nous permettait en tout cas de tels déploiements. Depuis lors, c'est 7 bataillons qui sont déployés au Darfour. Nous avons 4 bataillons déployés aujourd'hui, le 4e à Tombouctou, et nous avons un premier bataillon qui est à Diabali. Et l'ensemble de ces bataillons nécessite des efforts financiers importants. Et nous devons être réalistes et pour tenir compte, d'une part, du fait que le contexte sécuritaire national nous commande de réajuster le volume des forces déployées à l'étranger et tenir compte aussi du coût financier important pour assurer le soutien logistique de ces différents bataillons et de ces unités de gendarmerie. C'est au regard de tout cela que, au niveau de l'état-major général des armées, nous avons procédé à une analyse qui a été soumise au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants afin de suggérer que l'un des bataillons, en l'occurrence le bataillon qui est au Darfour, puisse être rapatrié, ce qui nous permettra d'une part de renforcer nos capacités à l'intérieur pour les missions nationales et d'autre part de nous concentrer sur 2 bataillons et les unités de gendarmerie afin d'assurer de manière efficace le soutien logistique pour garantir la sécurité des personnels déployés sur le terrain. Et quand on tient compte du fait que dans un pays comme le Mali, vous avez été témoin de ce qui s'est passé hier, encore aujourd'hui, nous avons l'obligation de pouvoir mettre en permanence au profit de nos hommes des équipements qui les mettent aussi à l'abri du danger. Voici les raisons qui nous ont amenés à suggérer à l'autorité politique le retrait du bataillon du Darfour. Et donc ces hommes pourront être redéployés? Naturellement, le retrait du bataillon du Darfour permettra de disposer à l'intérieur non seulement de ressources humaines et aussi du matériel pour renforcer les capacités des unités déployées à travers les régions militaires. Et un message pour ces hommes que vous avez déployés de par le monde et qui défendent la paix en ce jour commémoratif. Voilà, merci de cette opportunité que vous me donnez. J'ai une pensée naturelle pour nos différents personnels, les hommes et les femmes, qui, répondant aux devoirs de la nation, ont répondu à ces missions déployées au Darfour, au Mali, en Guinée-Bissau, pour ne citer que cela, avec l'ensemble des officiers et sous-officiers dans les différents états-majors. Je voudrais donc honorer d'abord la mémoire de tous ceux d'entre nos frères et dames qui ont payé de leur vie au cours de ces missions passées et rendre hommage à tous ceux qui, aujourd'hui encore, avec professionnalisme, avec dévouement et avec courage, assument leurs missions dans ces conditions difficiles. Je tiens à leur adresser les encouragements et les félicitations de la nation, du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, de l'ensemble de leurs frères et dames qui leur formulent les vœux de plein succès dans ces missions qu'ils assument. Merci à vous, mon général. Je rappelle que nous étions avec le général Pegnoroma Zagré, chef d'état-major général des armées du Burkina. Il est venu nous parler de la journée internationale des casques bleus. Merci une fois de plus et vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, Karim Igo est un Burkinabé installé à Marseille depuis plus de 30 ans. Parfaitement intégré en France, il a été désigné pour faire partie du nouveau conseil consultatif de sa région, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le seul Africain au sein de cette instance et il entend apporter sa contribution au rayonnement de la région PACA. Toutefois, Karim Igo n'oublie pas son Burkina natal. Il compte saisir l'opportunité pour valoriser et promouvoir la culture de son pays d'origine. Jean-Emmanuel Ouedraogo l'a rencontré à son passage à Ouagadougou. On suit son portrait. Il s'appelle Karim Igo. La cinquantaine bien sonnée, ce Burkinabé est installé depuis 35 ans à Marseille, en France. Architecte, décorateur, opérateur économique dans l'immobilier, il est aujourd'hui un modèle d'intégration dans l'Hexagone. Depuis le 12 mai, il fait partie du conseil consultatif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'une des plus importantes de la France. Ça consiste à accompagner, à apporter notre avis, notre témoignage, notre éclairage, notre expertise sur les décisions
la gestion de la région. Donc nous siégeons tous les 2 mois, nous travaillons sur des dossiers importants avec des gens dans mon groupe qui sont des gens des sommités au niveau de la culture. Karim Igo est le seul Africain membre de ce conseil. À la toute première réunion, il a vécu une anecdote pleine de sens qu'il se plaît à raconter. Quand je suis arrivé pour siéger, donc j'avais des frères qui sont habituellement font de la sécurité et qui m'ont demandé « mais où vous allez mon frère ?» J'ai dit « moi je vais dedans ». Cette fois-ci je vais dedans. Donc voilà, j'étais fier et que j'ai senti déjà que toute la population burkinabé et même la population africaine, c'est une fierté pour eux que je représente, que je sois dans ce conseil-là. Cette présence au sein du Conseil consultatif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une période de 6 ans est un motif de fierté pour ce fils de Gombousgou. Dans son groupe, il est surtout question de culture. Karim Igo ne compte pas faire de la figuration. Si m'ont choisi, c'est aussi que la culture, je suis déjà depuis très longtemps ambassadeur de la culture burkinabé. Je crois que j'ai même eu un prix d'ambassadeur de la culture burkinabé, de la diaspora. Et pour le moment, il faut observer, il faut être présent pour saisir les opportunités. Donc je ne peux pas aujourd'hui faire des promesses, dire que je vais changer les cours des choses, mais sachez que le fait d'être dedans est déjà une bonne opportunité. Déjà pour la région PACA, parce qu'il y a la diversité, nous pouvons amener d'autres choses nouvelles, d'autres idées. Le Burkina Faso est un pays de culture et Karim Igo compte saisir toutes les opportunités pour promouvoir son pays natal et surtout les grandes vitrines que sont par exemple le CIAO et le FESPACO. 72 heures avec la jeunesse de Samba, toutes religions confondues, ces jeunes se sont retrouvés ce week-end pour des prières et autres activités récréatives. Et leur credo, la paix pour tous, dans un vivre ensemble assumé. Nathalie Sawadgo. Pour que notre pays soit dans le milieu de vie où nous obtenons cette unique nécessaire qu'est la vie éternelle. C'est une prière dite par les représentants de la jeunesse de toutes les confessions religieuses de Samba. Par cet acte, ils veulent donner un témoignage que c'est par la communion, l'amour envers les uns et les autres que nous pouvons réussir à vivre dans la paix et dans la cohésion. Nous avons vu comment le dialogue interreligieux a apporté de très positifs au Burkina Faso suite aux événements, l'insurrection et les putschs, j'allais dire, manqués. Donc nous voulons, par notre modeste contribution, pérenniser, j'allais dire, ce socle important de la culture interreligieuse au Burkina Faso. Pour cette deuxième édition des 72 heures interreligieuses de la jeunesse de Saba, la jeunesse est accompagnée par les responsables des différentes confessions religieuses et administratives. Ils ont tour à tour prié et béni la jeunesse. Le choix du thème, voilà, vivre, c'est qu'il est bon, qu'il est doux, et bien de vivre ensemble, en frères. Et bien, quand 2 ou 3 personnes sont réunies, sont ensemble, et bien, Dieu même est avec eux. Et nous savons que notre Dieu, et bien, c'est le seul, et il est amour, il est miséricordieux, c'est le Dieu de la paix. Voilà. Les jeunes sont souvent des cibles pour certaines personnes qui arrivent à les manipuler facilement. Et en se mettant ensemble, toutes confessions confondues, pour pouvoir réfléchir sur leur vivre ensemble, nous pensons que la jeunesse de Saba montre l'exemple à toute la jeunesse du Burkina Faso. Clément Ouango, représentant le ministre d'État en charge de la sécurité nationale, interpelle la jeunesse des autres localités à s'inspirer de l'expérience de la jeunesse de Saba pour un Burkina où il fait bon vivre. Les Burkinabés du Mali étaient en fête le week-end dernier. À travers la 2e édition de leur journée culturelle, ils ont organisé des activités culturelles, notamment une exposition, des concerts et un dassandaga. Le ministre de la Culture, Taïrou Bari, a fait le déplacement du Mali pour cette occasion. Les grands moments de la fête avec Godefroy Bazier. Après plusieurs années d'interruption, les journées culturelles burkinabées au Mali ont repris leur cours normal. La première a eu lieu en 2009. Et après, la situation politique sécuritaire ne nous a pas permis de rééditer. Donc on vient de reprendre cette 2e édition, qui est une édition de relance.
Cette deuxième édition était placée sous les signes de la relance, mais aussi constituait un cadre de rencontre pour la communauté burkinabé vivant au Mali et un brassage avec les autres. Nous, c'est une façon d'exprimer notre identité culturelle à travers la musique, les différents mets, les expositions et aussi permettre aux Maliens de savoir qu'au Burkina, il y a quelque chose qui se passe. 3 jours marqués par diverses activités comme le Dassandaga, une exposition vestimentaire et culinaire et surtout le concert géant de la musique moderne qui a réuni artistes burkinabés et maliens. C'est ma première fois au Mali officiellement et vraiment j'étais très bien accueilli. La musique burkinabé a été très bien accueillie. Si tous les autres pays où vivent les Burkinabés qui sont dans d'autres villes, s'ils pouvaient faire ça, sincèrement la culture burkinabé allait sincèrement se développer. C'est très bien passé, ça a été une très belle réussite. Aujourd'hui, il faut que l'État aussi vraiment soutienne cela pour que vraiment ce soit une caravane qui va faire le tour de pas seulement l'Afrique mais le monde entier, des 72 de la culture burkinabé. L'édition 2016 a repris timidement. Les Burkinabés vivant au Mali ne se sont pas franchement passionnés pour ce rendez-vous. « 100 ans après les combats de Verdun qui firent 300 000 morts, le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel ont commémoré ensemble cette bataille lors d'une cérémonie à Douai ce dimanche. Mais les commémorations de la bataille de Verdun ne peuvent être complètes sans saluer la mémoire des combattants africains qui se sont battus dans les tranchées. François Hollande et Angela Merkel ont entamé les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. Le président français et la chancelière allemande se sont retrouvés en fin de matinée au cimetière allemand de Cons-en-Voie dans la Meuse. Plus de 11 000 soldats allemands y sont enterrés. La journée est placée sous le signe de l'Europe et de la jeunesse. Les deux dirigeants vont ensuite se rendre à Verdun où les rejoindront les présidents de la Commission et du Parlement européen. Le point d'orgue se déroulera dans la nécropole de Douaumont. Le glas sonnera en mémoire d'une bataille qui fit de février à décembre 1916 plus de 300 000 victimes dans les deux camps. En sport, la deuxième édition de la Nuit des Arts Martiaux a tenu toutes ses promesses ce 27 mai à Dori dans le Sahel du Burkina. Un rendez-vous annuel qui vise la promotion des arts martiaux au Sahel. 5 clubs sont venus des provinces du Séno et du Yaga, de l'action et de la démonstration, de quoi susciter la passion chez les plus jeunes. Joseph Bambara, sur place à Dori. C'est sous un air de musique traditionnelle asiatique que les habitants de la ville de Dori ont pris part à cette deuxième édition de la Nuit régionale des arts martiaux. Cette rencontre qui a réuni 5 clubs venus de la région du Sahel a permis aux pratiquants de ces sports de faire de nombreuses démonstrations, comme ici où les habitants ont été gratifiés de gestes de souplesse, de rapidité et d'agilité, ou encore ces différentes techniques d'attaque-défense et de bien d'autres démonstrations qui font le charme de ces sports. L'initiative de cette activité des arts martiaux régionales de la région du Sahel rentre dans le cadre même de la visibilité de ces disciplines sportives. Au nombre des spectateurs présents lors de cette nuit figuraient les plus hautes autorités de la région. J'ai tenu à être là ce soir pour témoigner mes encouragements aux organisateurs, en particulier le directeur régional des sports et à tous les maîtres des clubs de la région qui font des efforts pour accompagner la population dans la pratique du sport. Maître Alexandre Yen, l'un de ceux-là même qui ont porté haut l'étendard des arts martiaux dans la ville de Dori et qui a effectué spécialement le trajet Ouagadougou-Dori, était l'une des vedettes de cette deuxième édition de la Nuit régionale des arts martiaux. Ce rendez-vous a été l'occasion pour les autorités de remettre des attestations aux différents clubs présents. Sport dimanche, l'invité ce soir c'est Mamadi Wena. Mamadi, bonsoir. Bonsoir Fousséni.
Vous avez des nouvelles des étalons en stage depuis lundi à Paris? Oui, les étalons qui sont en stage, comme vous l'avez dit, depuis lundi, jouent demain contre Chambly, une équipe de nationale, l'équivalent de la D3. Et ce sera demain à 14h, temps universel, 16h, heure de France. Donc, il faut dire que ce n'est pas la grande sérénité au sein des étalons parce que Paulo Dato a convoqué 26 joueurs. Il y a eu Bertrand qui a... On l'a vu dans les éléments envoyés par Jérôme. Mais pour le moment, il n'y a que 19 joueurs qui ont répondu à l'appel. D'autres sont encore retenus par leur club, étant donné que ce sont des joueurs qui jouent dans le Maghreb et que le championnat n'est pas encore arrêté, qu'il faut attendre le délai est donné par la FIFA pour les libérer. Donc ce match amical qu'on va jouer contre Chambly, c'est avec 19 joueurs et il y avait des petits soucis aussi avec Alain Traoré, des soucis de santé, mais il paraît qu'il a pu s'entraîner ce matin. Et les étalons quittent Paris mercredi pour rejoindre le Kenya, d'où ils vont rallier directement les îles Comores. Et le match est prévu pour le 5 juin. Le 5 juin. Oui, et Wena également, les résultats de la première manche, la 24e journée du championnat national de football, division 1. Oui, le championnat continue et pendant que les étalons sont en regroupement. Et ce championnat national s'est joué samedi et il y a eu un match à Wayouya où l'USI a réussi à remonter la pente. L'USI en vert et blanc, en blanc et vert, qui recevait l'USCO en jaune et bleu. Et les deux équipes ont livré un match sans répit et l'USI qui recevait a réussi à marquer d'abord en première période et en seconde période, surtout dans les arrêts de jeu, cette équipe a réussi à marquer le deuxième but et s'impose 2-0. Donc, mais la bonne opération de cette 24e journée du championnat national, c'est pour le RCB qui a battu Banque Sport 2-0 à Bobo Dioulasso. Et il y avait aussi d'autres matchs, la GEP qui bat COSAF 2-0, c'est toujours samedi, et le BPS qui bat l'EFO 1-0, et il reste des matchs encore à jouer, et ces matchs-là, c'est notamment USFA Majestic qui se joue demain à 16h au stade Joseph Konombo, suivi de Asfa Santos à 18h15 et le premier match c'est à 16h. Mais on a surtout le match phare de cette 24e journée qui se joue mardi, c'est le choc entre l'USO et le RCK, c'est le premier qui reçoit le troisième. Et vous voyez les enjeux, en cas de neutralisation entre les deux équipes, le RCB reste leader. Et si c'est l'USO qui gagne, le RCB pourrait rester leader ou être co-leader. Et si c'est le RCK reprend la tête. Et pour vous donner le classement avant ce match-là, ça veut dire que le RCB est leader avec 49 points, suivi du RCK 48 points, un match en moins. L'USO 46 points, un match en moins également. Au niveau du bas du tableau, le classement de ceux qui ne veulent pas descendre en D2, et l'USO reprend un peu d'air, elle est 14e actuellement avec 21 points, suivi de Majestic 15e avec 19 points, mais Majestic a un match en moins. Banque Sport reste dernier avec 14 points. Mamadou Wena, on va terminer avec vous, avec des informations brèves en cyclisme, mais aussi en handball. Oui, on a couru ce matin une compétition organisée par la Ligue du centre de cyclisme sur le boulevard Charles de Gaulle, et c'est Oumarou Minungu du RCK qui a remporté ce grand prix couru ce matin. Du handball, c'est les phases retour du championnat de la Ligue du Centre. Et en junior filles, l'AS Sonabi bat Dauphin 18-16. La Lonabé Handball Club, toujours en junior filles, bat Onea 32-28. Chez les garçons en junior, AS Sonabel USFA 23-22. Espoir AS Sonabi 11-26. Ça veut dire que l'AS Sonabi qui a gagné les espoirs 26 à 11. En senior, chez les dames, l'AS Sonabel a été battu par l'AS Douane 47. C'était un match vraiment à sens unique. Et la Lonabé Handball Club s'incline devant l'ASFA Yenenga, c'est toujours en senior dame, 31-25. Et chez les hommes, AS Douane USFA 21-14, AS Onea, AS Sonabi 23-21. Et le dernier match, AS Sagesse, AS Sonabel a tourné à l'avantage de l'AS Sonabel qui gagne 28-16. Mamadou Wena, hier vous avez regardé Real Madrid Atlético. Oui, malheureusement, non. On a eu le résultat. J'étais en route de retour du championnat et malheureusement, je n'ai pas pu regarder, mais j'ai eu quand même les résultats et c'est Madrid
le Real qui a gagné. Merci. Effectivement, le Real Madrid continue d'écrire sa légende. 60 ans après son premier sacre lors de la première édition de la Coupe des Champions et 2 ans après sa décima obtenue face à l'Atlético de Madrid, le club merengue a de nouveau dominé son rival et voisin pour remporter sa 11e couronne européenne. Le Français, c'est-à-dire Zinedine Zidane, l'entraîneur, lui est entré dans la caste très fermée des hommes à avoir gagné le trophée en tant que joueur et entraîneur 5 mois seulement après sa nomination à la tête de l'équipe première. Regardez. Le Real Madrid remporte une 11e Ligue des Champions en battant au tir au but l'Atlético en finale ce samedi, 1 but partout puis 5 pénaltys à 3. Les Galactiques dominateurs en première période ouvrent le score à la 15e minute par l'intermédiaire du défenseur et capitaine Sergio Ramos, pourtant hors jeu. L'Atlético domine au retour des vestiaires, le Français Antoine Griezmann manque un pénalty mais Yannick Carrasco égalise à la 79e et relance le match. L'Atlético, qui avait cédé en prolongation en finale face au Real il y a 2 ans, tient bon jusqu'à la séance de tir au but. Juan Fran manque son tir. Le Portugais Cristiano Ronaldo, resté sur le terrain malgré ses crampes, offre dans la foulée une nouvelle couronne au Real. L'Atlético de Diego Simeone repart de Milan la tête basse. C'est le premier titre de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real, 14 ans après sa victoire avec le maillot blanc et seulement 6 mois après avoir pris les rênes de l'équipe. De retour de Milan, le bus impérial du Real Madrid a atteint ce dimanche à l'aube la capitale espagnole. Les campeones, les champions, ont pénétré sur la place de Cibel sous les acclamations des supporters vers 7 h du matin. Toute la nuit, des milliers de fans avaient afflué vers ce lieu où se célèbrent les grandes victoires du Real. Les hommes de Zinedine Zidane ont brandi leur trophée face à une foule euphorique. Pour les champions, un autre bain de foule est prévu dans la soirée au stade Santiago de Bernabéu. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.